Alors, nous allons peut-être commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Niki Aloupi, je suis professeure à l'Université Paris-Panthéon-Assas et j'ai le privilège d'animer cette table ronde qui va tenter de répondre à la question « La force peut-elle faire plier le droit ?» C'est la question qu'on m'a demandé de poser à nos pénalistes et c'est une question essentielle et puis une question d'importance historique ici puisque je viens à l'instant d'apprendre qu'il y a 15 ans, le prix de Bouzy a été attribué à un livre sur la guerre au nom de l'humanité. Donc, on est dans une continuité historique depuis 15 ans. Derrière cette question, la force peut-elle faire plier le droit? On a toute une interrogation qui gravite autour de la légitimité du recours à la force, pourtant en violation de la règle du droit. Autrement dit, de l'hypothèse d'une légitimité possible pour l'intervention armée, mais alors qu'il est acquis que la licéité internationale n'est pas au rendez-vous. L'idée que certaines guerres seraient légitimes n'est guère nouvelle. Grotius, Vatel, Pufendorf enseignaient déjà que tout peuple peut légitimement recourir aux armes pour combattre la tyrannie d'un État voisin. Plus récemment, la théorie de l'intervention d'humanité, permettant le recours à la force unilatérale, peut être retracée à la fin du XIXe siècle, à la suite notamment de l'expédition française en Syrie de 1860. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce type de théorie, équivalente à la théorie d'intervention d'humanité, survit même après les recours à la force étant la prohibition pourtant du recours à la force étant que règle impérative du droit international. Donc même après que la Charte des Nations Unies, l'article 2, paragraphe 4, élève la prohibition du recours illicite à la force à une norme de droit impératif, à une norme de jus cogens qui donc ne supporte aucune dérogation, ces théories n'ont pas disparu. Irak, Kosovo, Libye, aujourd'hui Iran, autant d'occasions de se poser la question, est-ce que le recours à la force peut être légitime en dehors du droit? Alors, je vous avoue que pour les juristes internationalistes positivistes que je suis, la question n'a pas de sens. C'est une question qu'on ne se pose pas parce qu'elle ne relève pas de la sphère du droit et il est très clair que le droit international interdit les recours illicites à la force. Cela étant dit, la récurrence de la question dans les discours politiques, dans les discours médiatiques, la rend malgré tout très actuelle. Pour y répondre donc, nous avons préparé une table ronde d'exception qui permet de croiser différents regards et différentes spécialités, donc des regards venus d'horizons différents sur ces sujets essentiels. Nous allons avoir donc les regards du militaire avec le général d'armée François Lecointre, grand chancelier de la Légion d'honneur et ancien chef d'état-major des armées. Les regards du praticien avocat avec Gilles Auguste, fondateur du cabinet Auguste de Bouzy, et puis les regards des universitaires, mais des universitaires qui n'ont pas nécessairement les mêmes regards précisément. Et c'est là où réside tout l'intérêt de réunir des différents points de vue. Donc nous avons Denis Desbéchillon, professeur émérite des droits publics et membre du club des juristes, qui a beaucoup travaillé en droit international public, même si son domaine d'expertise est plutôt les droits internes constitutionnels. Et puis, ma collègue Sarah Cassella, professeure de droit international public à l'Université Paris-Cité, qui est une internationaliste généraliste. Donc, ce que je vous propose pour notre table ronde, c'est peut-être de commencer par un statement de chacun, une dizaine de minutes, des réponses à la question qui nous unit aujourd'hui. Et puis, après avoir fait un premier tour de table, nous allons ouvrir les débats entre vous et avec le public pour ceux qui souhaitent intervenir. Donc, nous allons commencer par vous, Général, et puis ensuite par Gilles Auguste. Merci beaucoup et c'est à vous. Merci beaucoup, madame.
Bon, je suis très impressionné d'être dans un cercle de juristes, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de droit et que le militaire que je suis est plus un spécialiste de la guerre. Et donc d'un recours à la force qui est assez particulier. Et je ne savais pas que vous partiriez sur du droit international, parce qu'à mon avis, la force peut-elle faire plier le droit ? Cette question se pose aussi en droit national, interne, pénal, enfin tout ce qu'on veut. Je tiens à dire que un soldat, et le vieux soldat que je suis a fait ça toute sa vie, c'est quelqu'un dont le métier est de recourir à la force de manière délibérée. Et ça, c'est très important. Et qu'on a des armées qui sont entièrement constituées, organisées, ordonnées autour de ce recours délibéré à la force, jusqu'au plus extrême de la force. Et donc, ça nous éloigne bien sûr évidemment, de la notion de légitime défense, qui, je crois, pour le coup, ne fait pas débat en droit. Et on sait ce que c'est que la légitime défense. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est quelques réflexions de vieux soldats sur ce que vous avez évoqué, le droit de la guerre, et puis le droit, et ce qui me paraît aussi très important, dans la guerre. Voilà. En ce qui concerne le droit de la guerre, vous l'avez dit, donc je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet-là. La question est effectivement de considérer si la cause est juste et si le fait de déclarer la guerre ou de se lancer dans la guerre est légitime. Et de ce point de vue, pour vous, la question ne se pose pas, pour moi non plus. C'est-à-dire que la force peut parfaitement faire plier le droit. Et que ceux qui ont un surcroît de force n'ont aucun mal à justifier par le droit le fait qu'ils se lancent dans la guerre. Et ce droit donc est à géométrie assez variable selon moi. Et tous les exemples récents qu'on a d'entrée en guerre, de déclaration de guerre, même s'il n'y a pas de déclaration d'ailleurs, d'actes de guerre, parce que vous parliez tout à l'heure, mais je pense que vous allez y revenir, de déclaration de guerre, Poutine, il se lance dans la guerre en Ukraine, il fait pas de déclaration de guerre. Et voilà. Trump, il se lance dans la guerre en Iran, il fait pas de déclaration de guerre. Et toutes ces démonstrations de force qui sont liées à une tentation du recours à ce qu'on pense être une surpuissance, en réalité, s'affranchissent absolument du droit. Et finalement, qui y trouve quoi que ce soit à redire, puisque il y a toutes les justifications de tous les juristes possibles pour dire que oui, Trump avait raison de lancer la guerre en Iran, mais je suis sûr que vous avez trouvé des juristes républicains américains pour vous dire que c'est une très bonne chose et qu'il faut se défendre de la menace future que représente l'arme nucléaire iranienne, etc. Donc, pour moi, il y a assez peu de doutes, c'est-à-dire que la force en droit international, en tout cas dans le droit de la guerre, fait plier le droit et qu'on va toujours trouver des justifications nouvelles pour légitimer par une règle de droit ou par une transformation de cette règle de droit une agression qui au départ paraît manifestement comme parfaitement illégitime. Voilà. Ensuite, l'autre question, c'est le droit dans la guerre, qui là touche particulièrement le praticien que je suis. Et je voudrais, de ce point de vue, vous parler d'une expérience que j'ai vécue quand j'étais soldat de l'ONU, évidemment, où, vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous étions confrontés à un esprit et à une lettre de la règle de droit qui était précisée par les Rules of Engagement, qui était en réalité entièrement organisée autour de la légitime défense. Et qui, de ce point de vue, organiser l'impuissance des soldats qui étaient engagés comme casque bleu à Sarajevo en 95 quand j'y étais jeune capitaine. Et donc cette organisation de l'impuissance de soldats dont la fonction est de mettre en œuvre la force, organisation par des règles de droit extrêmement contraignantes, se référant à une conception de la légitime défense extrêmement contraignante, organisait selon moi une impuissance qui était non seulement absurde, mais je dirais presque immorale. Parce que la réalité, c'est que si la communauté internationale avait décidé d'engager des soldats de la paix à Sarajevo, c'est qu'on considérait qu'il y avait un bien à chercher, un bien à atteindre. Et donc, il y avait une contradiction parfaite entre ces règles qui nous interdisaient de tirer autrement qu'en riposte, qui nous interdisaient même, lorsqu'on faisait de la lutte anti-sniper sur Sniper Alley, alors qu'on avait détecté un tireur qui, de toute évidence, allait massacrer un de nos soldats ou un des habitants de Sarajevo,
Sarajevo nous interdisait d'ouvrir le feu avant que lui-même n'ait ouvert le feu. Donc, encore une fois, l'absurdité confinait à pour moi, l'immoralité. Et donc, dans cette ambiance particulière de 1995, au moment de l'acmé de la crise de Sarajevo et de cette guerre civile, il y a eu la crise des otages et la prise d'un certain nombre de postes français, de l'ONU tenus par la France. Et nous avons décidé de reprendre un des postes qui avait été pris par les Serbes et de le reprendre dans un assaut d'infanterie. L'assaut d'infanterie, c'est l'expression la plus simple, mais aussi la plus absolue du recours délibéré à l'usage de la force. Pour reconquérir le poste, pour tuer les personnes qui sont en face de nous, et en plus, pour ajouter une petite touche de subtilité, on le faisait baïonnette au canon, ce qui ne s'était pas fait depuis longtemps et ce qui depuis ne s'est plus fait. Bon. Ce qui est particulier dans cette violation des règles d'engagement que nous avons, à laquelle nous sommes livrés, c'est qu'en fait, et qui donc était l'expression du droit pour ce contingent de l'ONU, c'est que nous avons respecté la lettre et violé l'esprit des règles. Nous avons respecté la lettre parce que nous avons préparé un assaut d'infanterie que nous avons lancé sans avoir tiré préalablement sur le poste que nous allions reconquérir. Un assaut d'infanterie, je suis content qu'il n'y ait pas de spécialiste de la guerre ici, ça se fait toujours après une préparation d'artillerie, après des tirs nombreux sur l'objectif que l'on va aller conquérir, de façon à assommer les gens qui sont à l'intérieur, et de façon à ce que les fantassins qui s'exposent en montant dans le découvert ne risquent pas trop d'être tués. Et là, nous avons fait l'inverse, c'est-à-dire que nous avons délibérément lancer cet assaut sans avoir fait de tir préalable de préparation, parce que nous attendions que le premier d'entre nous soit touché et que les tirs adverses aient fait les premiers blessés ou morts avant de réellement riposter. Et donc pour moi, c'était le respect strict de la lettre de la légitime défense, donc le respect strict de la lettre de la règle de droit qui nous était imposée par l'ONU, et en même temps une violation complète de ce que nous étions censés faire en fonction de notre mandat. Et donc nous avons respecté strictement cette lettre, respecté aussi d'une certaine manière l'esprit, sauf que à partir du moment où nous avons été tirés par l'ennemi, nous avions mis en place tout un dispositif qui garantissait cette fois-ci le déclenchement le plus absolu de la violence et de la force de manière délibérée, de la façon la plus efficace qui soit. Et donc nous étions plus vraiment tout à fait dans l'esprit de la légitime défense. Ce qui me frappe ensuite, c'est qu'une fois que le combat est lancé, et que donc une fois que dans ce combat nous avions respecté hypocritement la lettre, mais violé profondément l'esprit de la loi et de la règle de droit, se passe le reste. C'est-à-dire ce qui fait que dans le combat, dans la violence du combat, vous allez respecter les règles de droit international et militaire. Qu'est-ce qui fait que vous allez réussir à contraindre votre propre violence ? Qu'est-ce qui fait que vous allez être proportionnel dans vos actions ? Qu'est-ce qui fait que ce que vous éprouvez au plus profond de vous-même, c'est-à-dire la jouissance de cette violence, la jouissance de tuer, vous allez réussir à la contrôler ? Est-ce que c'est la règle de droit qui va vous contenir sur ce chemin de la jouissance de tuer ? Et ce que j'ai éprouvé, c'est qu'en fait, c'est pas du tout la règle de droit qui vous retient sur la jouissance de tuer, sur ce mouvement et sur cette espèce d'irrépressible poussée que vous ressentez en vous, d'animalité. En fait, ce qui vous retient à ce moment-là, c'est la puissance du regard de vos camarades, c'est ce qui vous rappelle à la conscience de votre propre dignité. Et c'est ça, en fait, qui retient sur le chemin de la violence extrême. C'est ça qui vous retient d'aller achever des blessés, par exemple. Voilà. Parce qu'achever un blessé, c'est jamais un blessé qui est là dans un recoin du poste, après que vous ayez fini l'assaut et vous revenez sur vos pas, vous allez les abattre. C'est un blessé qui est là, mais vous pouvez l'abattre parce que vous considérez qu'il va vous gêner dans la progression dans le poste, parce que vous allez être obligé de laisser des gens pour le soigner ou pour le garder. Voilà. Et donc ça, la jouissance de tuer, l'efficacité militaire vous pousse absolument dans cette recherche de la mise en œuvre de la force de manière délibérée à tuer les gens. Et encore une fois, ce qui me frappe, c'est que ce qui vous retient, ça n'est pas la règle de droit, c'est la constance de votre dignité qui vous est rappelée par vos camarades.
ce qui fait la force de la force, qui permet de contrôler votre force et de faire en sorte qu'elle ne dégénère pas en violence, ça n'est pas en réalité le droit, c'est la morale. Voilà. Et c'est ce que je retiens, moi, de mon expérience de soldat, de mon expérience au feu, c'est que, certes, la force peut, dans la déclaration de guerre, faire plier le droit, et je pense qu'elle ne s'en prive pas, et que le droit, malheureusement, dans le combat, dans le déchaînement de violence qu'est le combat, le droit ne suffit pas, même s'il est absolument indispensable, le droit ne suffit pas à contraindre la force et la violence. Ce qui permet de contrôler la force, c'est la morale, c'est la dignité. Désolé, c'est pas très juriste. Merci beaucoup, Général. Non, vous nous avez fait du jus ad bellum, bien sûr, mais vous nous avez fait aussi du double jus in bello, parce que c'est le jus in bello droit international humanitaire, mais aussi littéralement le jus in bello, et ce sont des choses que nous, juristes, nous ne pouvons même pas imaginer. Et ce que je trouve très intéressant dans votre discours, je vais vous passer tout de suite la parole, rassurez-vous, je ne vais pas monopoliser, c'est que il y a, dans la première partie de ce que vous avez décrit, et le jus ad bellum, je continue à penser que la force ne peut pas faire plier les droits, parce que, comme vous l'avez dit, soit les États vont chercher à justifier par les droits, et lorsque c'est possible de les justifier, c'est bien donc que les droits est là et qu'il encadre l'action étatique, et quand ils s'affranchissent du droit, quand ils commencent à mépriser les droits comme actuellement, et ben soit le droit va changer, si tous les États suivent, et donc par exemple une tentative de légitime défense préventive va devenir la règle, ce qui n'a pas été le cas, soit le droit ne va pas changer, et dans ce cas il va continuer à être violé. Mais en revanche, quand on passe du niveau de la structure étatique au niveau de l'individu, là pour nous c'est le grand inconnu. Et ce que vous nous offrez comme regard et comme éclairage est absolument passionnant. Et merci beaucoup. Pardonnez-moi, mais la force peut-elle faire plier le droit ? Vous me dites non, parce que le droit, malgré tout, en fait, elle le déforme quand même, le droit. Ça reste, et donc, elle le détruit pas, elle le déforme, ou elle conduit à le déformer. Ça dépend de ce que vous appelez les droits. Si les droits positifs et les droits formés par l'accord de volonté des États, si les États se mettent d'accord pour changer des règles, et si les États se mettent d'accord pour que la nouvelle règle, c'est désormais on peut attaquer pour des raisons d'humanité ou pour des raisons préventives, ça va être une nouvelle règle de droit. Mais tant qu'ils ne sont pas d'accord là-dessus, c'est que le droit est violé. À votre tour, Auguste, pour votre regard d'avocat. Merci beaucoup, Madame la professeure. Je vais commencer par une anecdote parce que j'ignorais que le général Lecointre se trouvait à Sarajevo, mais il se trouve que notre cabinet a défendu les militaires préventivement, d'ailleurs, les militaires qui se trouvaient à Sarajevo, sur instruction du ministère des Affaires étrangères et de la Défense, auprès du tribunal de La Haye, en raison exactement des faits que vous avez signifiés, puisque nous avions tiré sur des snipers alors qu'on n'avait pas le droit de le faire, etc. Et donc nous sommes intervenus dans cette affaire pour défendre préventivement les militaires français au cas où le procureur aurait l'intention de faire quelque chose. On a réussi à ce qu'il ne le fasse pas, mais ça nous a plongé à ce moment-là, ça m'a plongé dans un abîme de perplexité sur l'utilité des casques bleus, pour être très honnête, parce que, pour ne pas parler des Français, il y avait par exemple des groupes irréguliers de Croates qui ne portaient pas l'uniforme croate. Une unité par exemple qui s'appelait les Jokers, parce qu'ils avaient une carte à jouer Joker sur l'épaule. Et ces gens-là se sont rendus dans un village en Bosnie et ils ont massacré, violé, pillé pendant toute la nuit à environ 800 mètres d'une unité de l'armée néerlandaise qui est restée dans ses baraquements pendant que les gens mouraient à côté d'elle. Donc on peut se demander quelle est l'utilité de ces militaires sur le terrain et comment leur chef n'a pas eu ce réflexe que nous avons eu l'honneur d'avoir de la part des militaires français, c'est-à-dire qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Si on est là pour défendre les gens, alors on doit les défendre. Alors, j'avais un professeur de droit qui disait que quand on répond à une question de droit, il faut traiter le sujet, rien que le sujet, tout le sujet. Alors, je vais violer cette règle-là,
puisque je vais modifier le sujet parce que je pense que le droit se plie à la force. Parce que le besoin de légitimité dans l'action est un biais des humains. Nous avons besoin de nous auto-justifier sur tout ce que nous faisons, y compris lorsque nous commettons les pires crimes. Pour prendre un régime criminel qui n'est pas réellement contestable, le régime nazi par exemple, le régime nazi a eu besoin de créer un incident à la frontière polonaise de pure forme. Pour prendre le régime japonais qui était de la même nature, ils ont, en 1936, bien avant la guerre, créé un incident autour d'un pont en Chine pour justifier leur intervention. Donc il y avait donc besoin d'une justification. Cette justification s'inscrivait dans un droit, qui était le droit de se défendre à partir du moment où on a été attaqué. De surcroît, les Japonais, en dépit de l'agression délibérée de Pearl Harbor, qui n'est pas vraiment contestable, ont déclaré la guerre aux Américains. Alors, ils ont eu un problème de décalage horaire. Bon. Et les Américains étaient déjà au courant parce qu'ils les écoutaient. Mais néanmoins, ils sont venus déclarer la guerre aux Américains. Il y a une délégation qui est venue avec des gants blancs, un petit papier disant « Nous vous déclarons la guerre ». Ils avaient déjà tué environ quelques milliers d'Américains à Pearl Harbor, mais ça, c'est pas un problème en soi. Ils avaient besoin de se justifier. Donc, si les pires criminels ont besoin de se justifier, ça signifie que dans leur système, tout comme dans le nôtre, il faut s'inscrire dans un droit. Et ce droit, il va se plier à la force, c'est-à-dire que la décision doit être elle-même remise dans un cadre légal. Il y avait un autre professeur de droit qui disait qu'il n'y avait pas de questions juridiques insolubles, il n'y avait que des mauvais juristes. En d'autres termes, quand on a besoin de trouver une règle, on la trouve. Pour sortir de l'exemple de la guerre une petite seconde, dans l'agression, par exemple, quand la compagne de M. Mesrine a été grièvement blessée par la police qui a délibérément tiré sur M. Mesrine en raison du danger qu'il présentait, elle a attaqué l'État devant le Conseil d'État et le Conseil d'État a immédiatement tiré une nouvelle théorie de son chapeau qui était pas tout à fait nouvelle, mais qui était ce que les Américains appelleraient assumption of risk, c'est-à-dire vous avez pris vos risques puisque vous vous baladiez avec l'ennemi public numéro 1. Mais ils en ont fait une règle de droit. Donc à chaque fois que la force s'exprime, elle se retransforme en droit. Mais le droit en question peut ensuite revenir vers cette force pour lui dire « bon, ta force était illégitime, généralement parce que celui qui fait ça a gagné ». Et indépendamment des créations juridiques du tribunal de Nuremberg qui sont très intéressantes, comme la nouvelle notion de génocide ou la notion de crime contre l'humanité, qui étaient d'ailleurs un petit peu contradictoires les unes avec les autres, je vous invite à lire un livre qui s'appelle Retour à Lemberg, qui est très très intéressant sur le sujet. Indépendamment de ça, il y a certains nazis qui étaient jugés à Nuremberg, ont été condamnés parce qu'ils avaient été des fauteurs de guerre. Donc le fait d'avoir créé une guerre, d'avoir initié une guerre, était un crime en soi. Pas un crime de guerre, c'est le crime de faire la guerre. Donc on a créé tout un tas de règles de droit qui, ensuite, doivent être appliquées, mais chaque fois qu'on a besoin d'intervenir, alors on essaye de trouver une justification. Prenons par exemple l'attitude de M. Trump. M. Trump est président des États-Unis. Il a le droit d'utiliser la force militaire, mais ce droit est limité à 60 jours. Au bout de 60 jours, il doit aller devant le Congrès, et pas simplement pour lui demander des crédits comme il le prétend actuellement, mais pour lui demander l'autorisation de continuer ce recours à la force. Et de fait, M. Trump avait besoin de justifier le fait qu'il n'est pas allé demander cette autorisation au Congrès, donc il a fort opportunément déclaré une trêve qui m'a l'air assez unilatérale, mais avec les Américains, et puis pas tellement respectée, et avec les Iraniens, pardon. Et à ce moment-là, il a prétendu que comme il avait demandé
une trêve, la guerre était finie, ce qui juridiquement paraît tout à fait délicat, parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas eu un armistice ou un traité de paix, au demeurant nous n'avons pas de traité de paix avec l'Allemagne, je vous le signale, nous sommes dans un armistice avec les Allemands. Il n'y a jamais eu de traité de paix après la Seconde Guerre mondiale. Vu l'effet du traité de paix de la Première Guerre mondiale, on pourrait peut-être s'en féliciter. Mais un traité de paix, c'est également un contrat. C'est un acte juridique. Donc le droit est à tous les étages dans la guerre. On nous a aussi interrogés pendant la guerre en Libye pour savoir, c'était le ministère de la Défense, avec un délai relativement court, si un Rafale avait le droit de tirer sur un char, considérant que la règle d'engagement était qu'il devait représenter une menace et qu'ils savaient qu'ils en représentaient une, mais comme ils tiraient sur personne, on ne savait pas. Et donc l'avion avait vu que le moteur était chaud, donc on en a déduit que vous pouvez y aller parce que ce stade, quand vous avez 5 minutes pour dire à vos militaires s'ils peuvent tirer sur des gens qui ont l'air hostiles, vous allez leur dire oui. Autre exemple, on a discuté avec la force aérienne qui intervenait en Irak, parce que les Américains avaient des règles d'engagement différentes des nôtres. Nous, on ne pouvait intervenir que si des gens qui se situaient, par exemple, à côté d'un mortier, c'est un exemple réel, étaient en train de l'utiliser. Donc, est-ce que le type est en train de mettre un obus dans son machin et de tirer sur nous ? Et également, par contre, les Américains, eux, ils considèrent que la simple présence du mortier à côté du gars fait qu'on peut tirer. De la même façon, quand vous avez un véhicule qui fonce vers vos troupes à 60 ou 70 km/h, qui a l'air relativement hostile, la question, il ne vous a pas encore tiré dessus, est-ce qu'on peut lui tirer dessus ? Donc on se pose tout un tas de questions juridiques maintenant dans la guerre. Et puis après, on demande aux juristes et nous, on va toujours trouver une solution. Donc il faut être clair. Et tous les juristes trouvent toujours une solution dans ce cas-là qui va nous convenir. Et vous voyez bien que, légitime ou pas, la légitimité doit s'appuyer sur le droit, et par conséquent, le droit se plie à la force, selon moi. Il se plie à la force parce que la force va ordonner quelque chose, va déclarer que c'est légitime. De toute façon, l'ordre qui est donné au général est légitime. C'est la démocratie, et le président de la République lui ordonne d'intervenir, il intervient, il ne pose pas d'autres questions. Mais ça, c'est dans le cadre d'une règle de droit. Mais si on prend des gens, disons, un petit peu moins démocratiques que nous, comme par exemple M. Vladimirovitch Poutine, lui aussi, il a besoin d'une justification. Et vous remarquerez que même dans cette agression délibérée, M. Poutine ne fait pas la guerre. Il conduit une opération spéciale. De la même façon que nous ne faisions pas la guerre en Algérie, c'était pas possible, c'était chez nous. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas se faire la guerre à nous-mêmes. Donc la guerre d'Algérie n'a en fait jamais été une guerre juridiquement pour les Français, puisque les Français ne pouvaient pas intervenir en France dans le cadre d'une guerre contre les Français. C'était pas possible. Donc le droit s'est plié à la force s'est pliée au droit, le droit s'est plié à la force, et le droit il finit toujours par rejoindre la force, parce que de toute façon, c'est la force qui dicte le droit. Vous allez vraiment nous laisser avec, de toute façon, c'est la force qui dicte le droit, point. Très bien. C'est une force qui est une force de la puissance qui maintient une armée. J'entends. Et c'est elle qui décide ce que c'est. Mais cette force, elle est légitime à ce moment-là. Donc le droit décide de la guerre, et la guerre est forcément légale. Mais donc, à la fin de la journée, les CIT n'ont plus des distinctions, parce que si c'est légitime, parce que la force dit que c'est légitime, c'est également licite. C'est exactement la même chose. Oui, à la fin de la journée, ça va être la même chose, parce qu'on va trouver des juristes qui vont vous dire que oui. Et pas simplement des juristes dévoyés par le régime nazi. Vous aurez toujours des juristes qui vous diront qu'on a le droit de faire la guerre. Je vous rassure, quand le président de la République dit au chef d'état-major des armées vous allez lancer telle opération militaire, la première chose que fait le chef d'état-major des armées, c'est de contester l'ordre qu'il reçoit, pour rechercher le plus possible la légitimité et la légalité. Parce que le drame de conscience qui se pose au bout du compte dans le combat au simple soldat, qui lui va devoir donner la mort, et qui la donne sur ordre, et de manière délibérée, c'est bien de cette légitimité. Et donc, le travail de définition de la légitimité, il commence dans le dialogue
de contestation et de dialogue assez dur entre le président de la République et le chef d'état-major des armées, qui veut s'assurer au maximum que l'action militaire sera légitime. Et évidemment, pour s'assurer au maximum qu'elle sera légitime, il faut que le chef d'état-major des armées s'appuie sur les règles de droit. Voilà. Donc le droit n'est pas complètement absent, mais je rejoins absolument ce que vous dites. Mais c'est extrêmement intéressant ce que vous faites, parce que vous retournez la question initiale qui finalement disait est-ce qu'on peut avoir de la légitimité sans licéité? Et finalement, vous dites non, parce que si on a légitimité, ça va devenir licéité, sauf que la légitimité telle que vous la comprenez, elle est nécessairement liée à la force. C'est passionnant. Denis de Bessillon, je pense que vous avez un micro juste... Bon, prenez-le bien. Merci beaucoup. Bon, c'est toujours difficile de parler après des gens intelligents. Je voudrais essayer de justifier ma présence, parce que finalement, je n'ai rien à faire là, indépendamment du fait que j'ai commis un petit papier sur le blog du Club des juristes pour manifester une irritation devant une petite tendance de la doctrine universitaire internationaliste à pousser des hauts cris au nom du droit contre l'intervention militaire américano-israélienne en Iran. J'étais très fasciné de voir, alors ce que je vais appeler par facilité une communauté, ça n'existe pas, la communauté universitaire, nous nous détestons tous très cordialement, et fort heureusement qu'il demeure un petit peu d'hétérogénéité en notre sein. Mais bon, le fait est quand même que les gazettes, et pas seulement les gazettes spécialisées, ont été absolument inondées par l'idée que, puisque l'intervention militaire américano-israélienne était ce qu'elle est, elle était intrinsèquement condamnable, et sa condamnation devait dériver de son illicéité internationale. Et je trouvais quand même que c'était un peu trop vite dit, et que si cette illicéité est tout à fait certaine, dans les limites de ce qu'a dit Gilles Auguste, parce que moi aussi je pense qu'il n'y a pas de vérité juridique et que de toute façon, quand on a besoin de se justifier, et on a toujours besoin de se justifier en politique, on va trouver un argument de type juridique pour dire que ce qu'on fait n'est pas arbitraire. Et c'est évidemment ce que Trump peut faire, et l'idée de légitime défense préventive contre laquelle les internationalistes s'écharpent depuis très longtemps, est évidemment une idée extrêmement séduisante entre les mains des puissances militaires, parce que ça leur donne la justification à laquelle ils ont désespérément besoin de pouvoir faire croire. Mais bon, le fait est quand même que je ne suis pas sûr que le jugement que nous pouvons porter sur un fait historique comme le déclenchement d'une intervention militaire majeure puisse se résumer dans une condamnation de type juridique. J'avais le souvenir, et c'est ce que j'avais eu la faiblesse d'écrire, que quand Churchill décide l'anéantissement de la flotte française à Mers-el-Kébir, il commet un acte d'une incontestable illicéité internationale, sans doute même au regard du droit anglais, mais pourtant c'est probablement l'acte fondateur de la possibilité pour les troupes alliées de gagner la guerre maritime, parce que si les Allemands s'étaient emparés de la flotte française, ils auraient pu opposer une contrepartie à laquelle, fort heureusement, ils n'ont pas pu accéder. Et je me souvenais aussi que quand les forces américaines, on va dire de l'OTAN par simplification, se sont mis à frapper sur les Serbes en Yougoslavie, ils ne l'ont pas fait sur autorisation. Ils l'ont fait parce qu'ils ont estimé ça bien. Il n'y avait pas d'autorisation. Il y a eu une récupération ex post et donc une justification a posteriori du type de celle que décrivait Gilles Auguste. Mais enfin, tout ça était intrinsèquement illégal au point de départ. Et pourtant, c'est ça qui fait basculer la guerre. Et c'est ça qui fait basculer la situation géopolitique. Et donc, je trouve que nous sommes un peu faciles, nous, juristes, à monter dans notre thébaïde et à dire « mais c'est très mal, et c'est intrinsèquement très mal parce que personne n'en a décidé et que, pour simplifier, il n'y a pas de mandat de l'ONU. » Parce qu'à la vérité, ce qui a été beaucoup décrit par nos collègues, c'était ça. Dans le fond, la guerre moderne ne serait légitime que pour autant que le Conseil de sécurité l'aurait autorisée. Je trouve que nous avons besoin d'une petite hygiène intellectuelle de distanciation avec nous-mêmes, et que, devant l'histoire et la complexité que décrit François Lecointre, il pourrait être un peu judicieux que nous prenions un tout petit peu de distance vis-à-vis de tout ça. Moi, je suis pas tout à fait certain que tout se résume dans une condamnation de type juridique. Je suis pas tout à fait certain que le droit international, l'orthodoxie juridique internationale, ce soit en soi intrinsèquement et forcément une valeur. Vous savez, je suis très troublé. Alors, ça fait très longtemps que je fais plus de droit international, mais c'était mes premières amours d'enfance. J'aimais beaucoup ça.
je suis quand même très troublé par l'idée que dans la gnose des internationalistes, il y a un signe égal entre droit international et progrès. J'ai toujours l'impression que si c'est du droit international, c'est intrinsèquement bien, et si c'en est pas, c'est intrinsèquement mal. Je suis pas absolument persuadé que le droit international ce soit intrinsèquement bien. C'est une idée qui avait été défendue notamment par Kelsen. Vous savez, Kelsen, qui est le grand théoricien du droit du XXe siècle, s'était posé des questions tout à fait sérieuses sur la hiérarchie des normes entre la Constitution et le traité. Et il avait dit, dans le fond, il n'y a pas d'argument juridique décisif pour dire qui doit être le plus fort. Mais au mépris de ses propres croyances théoriques, il avait fini par dire « Mais enfin, il vaut mieux que ce soit le droit international au-dessus de tout, parce que c'est la seule manière d'opposer quelque chose à l'État, de l'empêcher, de l'enchaîner un peu et donc de l'empêcher de se déchaîner. » Donc nous avons tous cette idée-là, cette croyance selon laquelle le droit international avance au rythme du progrès. Je suis pas absolument persuadé de la véracité de cette chose. Je suis pas persuadé non plus de la neutralité du droit international. Vous savez, quand moi je faisais mes études de droit international, on constatait l'infirmité du Conseil de sécurité, on disait c'est affreux, ça ne pourra jamais avancer comme ça, et on disait mais regardez, l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est formidable, les nouveaux États issus de la décolonisation ont inventé d'autres manières de fabriquer du droit international indépendamment de la contrainte que donne la puissance de participation au Conseil de sécurité. Tout ça c'est très bien, sauf que c'est trop vite, là encore, tout ça va trop vite. Regardez ce que fait Karim Khan quand il met en accusation Benjamin Netanyahou devant la Cour pénale internationale. Personne n'a envie de considérer ça légèrement. Et bien sûr qu'il y a une problématique à Gaza extrêmement sérieuse de droit in bello dans la guerre. Mais enfin, quand Karim Khan réussit à monter un acte d'accusation extrêmement sévère, sans dire un seul mot de la logique du bouclier humain qui anime le Hamas et de la présence de forces militaires, de centres de commandement, de dépôts d'armes dans des écoles, dans des hôpitaux, et qu'il expose d'une certaine façon, de façon tout à fait consciente, la population civile à des destructions, il y a aussi matière à s'énerver un tout petit peu. Et dans l'acte d'accusation, il n'y a absolument rien. Il y a une partialité totale. Je peux le comprendre, mais je peux le comprendre stratégiquement, je peux le comprendre tactiquement, je peux pas le comprendre juridiquement si j'admets que le droit doit précisément représenter une certaine équanimité, une certaine égalité de jugement, il doit laisser quelque part sa place à l'équilibre des forces en présence. Je suis pas persuadé que l'Assemblée générale des Nations Unies soit le plus haut lieu nécessairement de la civilisation. Je ne suis persuadé, à dire vrai, de pas grand-chose. Et donc, je doute beaucoup que nous soyons tellement solides à dire que si c'est contraire au droit international, c'est intrinsèquement très mal. À dire vrai, je crois que nous autres universitaires, nous sommes aujourd'hui traversés par des tendances autodestructrices assez importantes pour au moins deux raisons. D'abord, nous nous sommes furieusement réidéologisés. J'ai 65 ans, j'ai pris ma retraite de l'université, j'ai vécu l'université française à la sortie de mai 68, à un moment où justement nous avions quelque part conquis l'idée que le droit devait arraisonner la politique, mais dans tous les sens. Louis Favoreux avait écrit un livre qui s'appelait comme ça, et qui nous donnait comme rôle d'essayer de maintenir un équilibre et de conserver à la science du droit une certaine forme de neutralité, qui ne nous interdisait pas le jugement politique, qui ne nous interdisait pas le jugement moral, mais qui nous interdisait de mélanger tout, c'est-à-dire la technique, la science du droit et précisément le jugement de valeur. Or, la nouvelle génération des juristes qui sont aujourd'hui aux commandes dans l'université française s'affranchissent de façon tout à fait extraordinaire de cette exigence-là. Ça vaut pour le droit international, ça vaut pour le droit interne. Regardez, lisez les gazettes, lisez à quel point le discours est devenu un discours de la condamnation, un discours de l'anathème. Tout le monde se prend pour Émile Zola, tout le monde pense que sa loi est la loi universelle et qu'il doit, au nom du droit, défendre un point de vue qui, si on le décortique avec un tout petit peu de précision, va se vérifier être formidablement subjectif et formidablement politique. Mais j'allais dire, ça, c'est pas le plus grave parce que ça se voit. Quand vous déguisez un jugement de valeur en jugement juridique, quelque part, vous avez un gros nez de clown et on voit que le nez est rouge et même qu'il s'allonge. Et donc, c'est assez facile. Ce qui est plus subtil et plus compliqué, c'est qu'en réalité, nous sommes des automates cognitifs.
Nous autres juristes, et c'est une tare profonde, nous voyons le monde au travers des normes. Notre monde mental est un monde de normes. Nous ne savons plus appréhender la complexité des choses et du monde autrement que par un jugement de type normatif. C'est le produit de quelque chose de très sérieux. Je parlais de Hans Kelsen il y a 2 minutes. Kelsen avait expliqué, alors Kelsen est détesté par les privatistes français parce qu'ils ne l'ont pas lu, ils ne l'ont pas compris, mais c'est pas grave, ça reste un très grand esprit. Et Kelsen avait expliqué quelque chose de très important. Il avait dit que la science du droit ne pouvait s'autonomiser et devenir une science qu'à la condition sine qua non de se découpler totalement de toute forme de jugement de valeur, et donc qu'elle soit à la plus grande distance possible de la sociologie, de la science économique, de la théologie et de la morale. Il fallait qu'elle soit pure dans son jugement. Formidable. Sauf que ça ne marche évidemment pas, mais que dans le conditionnement cognitif et psychologique où nous sommes, nous avons perdu l'aptitude à regarder les choses telles qu'elles sont, et nous vivons dans un monde de devoir-être. Soll sein. Vous savez, c'est la grande différence entre la science et le droit, c'est que la science décrit des relations de causalité. Si je lâche le micro, il tombe, alors que le droit ne décrit rien de tel. Le droit décrit des obligations, des mécanismes d'imputation. Si je viole le feu rouge, alors je commets une infraction. Ça ne veut pas dire que je serai condamné. L'efficacité n'entre absolument pas en ligne de compte dans ce jugement. Nous violons tous des feux rouges le plus souvent possible, surtout s'il n'y a pas de radar à côté. Il n'en reste pas moins que la question de savoir si mon comportement est illicite n'a aucun rapport possible avec le degré d'efficacité de la règle. D'ailleurs, le droit constitutionnel a été incroyablement inefficace jusqu'à ce qu'on lui colle un juge. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour de cassation, et l'aptitude à justement pouvoir contrôler la constitutionnalité des lois. En réalité, nous sommes assez peu intelligents parce que nous avons perdu le sens de la pratique. Quand j'entends François Lecointre décrire l'assaut de Verbania et se poser la question qu'il se pose en regard du degré d'autorisation que lui donne la règle d'engagement des Nations Unies, je me dis que les juristes feraient bien de se poser la question comme ça. Je respecte la lettre, je viole l'esprit, et de toute façon, c'est un jugement moral, et le jugement moral et en termes de dignité de mes pairs qui va guider le regard que j'ai sur mon action, qui va me la rendre ou pas acceptable. Vous savez, je crains que nous autres juristes, nous soyons un tout petit peu loin de la balle quand même. Plotin disait « Seul celui qui a vu sait de quoi je parle ». Je crois que nous ne voyons pas assez. Et donc, quand je nous vois nous réfugier devant des jugements extraordinairement draconiens, drastiques, de condamnation, où l'invocation de la règle a une puissance quasi théologique, une valeur d'anathème, où nous disons devant un fait historique qu'il est mal, qu'il est intrinsèquement mal, à la seule raison, pour la seule raison qu'il est absolument illicite, je me dis que nous ratons un peu l'histoire. Je ne suis pas du tout en train de dire que l'intervention militaire américano-israélienne est bien. D'abord, je n'en sais foutre rien. Pour l'instant, l'expérience nous montre que ça marche beaucoup moins bien que prévu. Mais si ça marche moins bien que prévu, ça n'est pas parce que c'est illicite, c'est parce que c'est mal conçu, mal monté, parce que la réflexion en amont de l'action n'est pas la plus pertinente, parce que, comme l'a dit Lecointre ailleurs, c'est une guerre d'opportunité, que l'opportunité n'est pas nécessairement l'ultime détermination de la validité d'une action militaire. Et puis de toute façon, je ne dis jamais qu'une guerre est bien, parce que je ne la fais pas. Et qu'il faut garder aussi un tout petit peu de réserve vis-à-vis de soi-même. Mais enfin, nous vivons dans un monde d'une effroyable complexité. Nous revivons devant la peur et le danger ce qui nous avait été totalement évité pour tous les gens de nos générations. Et tout à coup, nous voyons l'histoire se mettre à convulser. Je ne suis pas sûr que le fait de pousser des hauts cris au nom du droit et de nous réfugier dans une pratique de l'orthodoxie, une pratique profonde, quasiment théologique de l'orthodoxie, nous sortira de l'ornière. Je crois que nous avons besoin de dire les limites de notre science, les limites de notre savoir et même les limites de légitimité de notre jugement. Alors par ailleurs, je trouve, mais j'ai pas le temps de le développer, que tout ça est très toxique.
dans la défense de l'état de droit que nous avons besoin de conduire pour des raisons de droit interne en regard de l'évolution du discours politique sur l'état de droit. On en parlera une autre fois ou ailleurs. Mais enfin, bon, bref. Donc, mes collègues, nos chers collègues, nos très estimés collègues, je vous aime et je vous adore, mais je voudrais que nous mettions un peu plus le nez dehors avant de trop trancher des jugements d'orthodoxie. Merci beaucoup, Denis. Et merci surtout parce que tu me permets de faire quelque chose qui va me faire grand plaisir, de me déclarer comme faisant partie de la jeune génération d'universitaires. Et depuis que j'ai 40 ans, ça fait un petit moment, j'adore être dans la jeune génération. Donc, étant que représentante fière de la jeune génération, une très rapide remarque avant de passer la parole à Sarah, qui est tout aussi jeune génération que moi. Ce que j'ai lu, et j'en ai lu plusieurs de mes collègues sur la guerre, en tout cas ce que j'ai trouvé convaincant, parce qu'il y a un peu de tout, n'ont jamais dit c'est mal ou c'est bien, et encore moins c'est intrinsèquement mal ou c'est intrinsèquement bien. Ce qu'ils ont dit, c'est contraire au droit international. Et contraire au droit international aujourd'hui, à l'instant T, c'est un jugement neutre et objectif. Aujourd'hui, en l'état actuel du droit positif, qui peut être appelé à changer, mais en l'état actuel du droit positif, c'est contraire. Et ça a été affirmé avec force, effectivement. Mais dire que c'est contraire au droit international, ça ne veut pas dire c'est bien ou c'est mal, parce que on ne fait pas des jugements de valeur étant qu'internationaliste positiviste. Si tu dis seulement c'est illicite, c'est ce que j'ai dit et c'est ce que tu m'as... que tu ajoutes, comme l'avait fait Olivier Courtenne. Et puis, de toute façon, les interventions militaires illicites sont toujours inefficaces. En réalité, l'implicite est beaucoup plus fort que l'explicite. C'est dans le simple fait d'avoir condamné l'illicéité et de s'être arrêté là que tu fais... J'entends, mais je n'ai pas vu de bien ou de mal. Je vais pas laisser tout de suite la parole à Sarah. Et puis... je ne vois pas non plus, en tout cas pas dans notre génération, une tendance à assimiler progrès et droit international. Peut-être ça, c'était à des générations avant nous. C'est très intéressant parce que la semaine dernière, j'étais dans un colloque organisé par un très jeune collègue, les majors de l'agrégation Jean-Baptiste Dudin sur progrès et droit international. Nous sommes revenus sur un article de Prosper Veil des années 70 sur la question. Et en fait, la plupart d'entre nous, et pour le coup, je ne faisais pas partie des jeunes, mais des plus âgés, et on avait un discours très clairement d'ambivalence et d'ambiguïté de qu'est-ce que c'est les progrès et comment on définit les progrès. Est-ce que le droit international est véritablement toujours du progrès? Quand j'ai répondu tout à l'heure qu'on peut modifier le droit international par ces violations consécutives, ça veut bien dire que ce n'est pas toujours du progrès. Mais quand soit on y croit, soit on n'y croit pas. J'ai la faiblesse de croire que le droit international a un sens et que si on fait du droit international de manière positiviste, sans jugement des valeurs, l'état actuel, on regarde quel est l'état du droit positif. Et on a des critiques au droit international plusieurs. Il y a toute une école de pensée qui s'appelle TWAIL et qui sont les théories critiques à l'égard du droit international. Des chers collègues également, même si étant que positiviste, c'est parfois un peu du mal. Sarah. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par rassurer tout le monde. Je ne parlerai pas des juristes internationalistes. C'est pas mal déjà. Et en plus, alors, je suis touchée par le fait que vous avez une vue très, ambitieuse du droit international. Je rassure aussi tout le monde. Le droit international permet de faire des choses horribles, et notamment, on peut vendre des médicaments périmés grâce à des accords internationaux. Donc, c'est tout à fait faisable. Alors, dans les questions qu'on m'a posées, moi, je vais parler de la pratique des États. Donc, pas des juristes, mais des États. Et je vais commencer par 3 exemples. On m'a demandé aussi, moi, évidemment, en tant que juriste, beaucoup, est-ce que la force peut modifier le droit? Et donc, évidemment, je me suis interrogée sur la question et je vais finalement préciser ce que Niki Aloupy vient de vous dire. Alors, 3 exemples. Vladimir Poutine. Ça va être très intéressant, Vladimir Poutine, parce qu'il a de très bons juristes, justement. Il a lancé la guerre en Ukraine au nom d'une cause qu'il présentait comme défensive, on le sait, celle des minorités russes qu'il disait menacées. Les États-Unis sont intervenus en Irak, on s'en souvient, au nom d'une menace qu'ils jugeaient imminente, c'était celle des fameuses armes de destruction massive. Et si on veut même donner peut-être l'exemple le plus parlant, même Hitler a prétendu envahir l'Europe au nom d'une mission qui était selon lui civilisatrice en réalité.
Et c'est toute l'histoire des empires et des puissances. Lorsqu'on recourt à la force, on le fait toujours au nom d'une cause qu'on estime juste. Et je vais peut-être vous surprendre, cela a été parfaitement licite, c'est-à-dire conforme au droit international pendant des siècles. La guerre se voulait juste parce qu'elle était proclamée telle par celui qui la menait. Mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, néanmoins, l'ensemble des États ont estimé que cette prétendue justice des uns pouvait malheureusement conduire finalement à la ruine d'un certain nombre de pays, à la mort de millions d'êtres humains. Et c'est la raison pour laquelle ils ont conclu la Charte des Nations Unies, dans laquelle ils ont posé un principe, en apparence, on le verra, en apparence, clair, exigeant et fondateur. L'interdiction du recours unilatéral à la force, on le sait, et la primauté du système de sécurité collective. Ils ont voulu, c'était l'idée à l'époque, que la guerre ne soit plus jamais l'expression d'une morale particulière, ni une réponse immédiate à des circonstances, mais qu'elle soit déclenchée sur des critères juridiques. Alors, certes, ce système n'a jamais fonctionné tel qu'il avait été imaginé par les fondateurs. Pour une raison d'abord au départ très simple, la guerre froide, qui commence immédiatement et qui évidemment en a vite limité la portée. Mais néanmoins, il a produit une conquête décisive. Et on va voir que c'est probablement là qu'on a une rupture aujourd'hui. Depuis 1945, nul État ne peut plus prétendre agir dans le vide du droit, et c'est ce que vous avez dit. Personne ne le prétend d'ailleurs. Tous ou presque sentent la nécessité de développer une argumentation juridique. Tous invoquent une décision du Conseil de sécurité, la légitime défense ou quelques fondements qui s'en approchent. Eh bien oui, y compris la Russie de Poutine. Et même lorsque l'argument est très fragile, vous l'avez évoqué, il est encore présenté. Et cela, je souhaite insister là-dessus, ça n'est pas rien. Ça démontre effectivement ce que vous venez de dire, qu'il y a un consensus sur le fait que l'inefficacité éventuelle de la règle de droit n'en remet pas en cause la validité. Tous les États aujourd'hui distinguent ce dont on vient de parler, le droit du recours à la force, du droit international humanitaire, dont vous nous avez effectivement parlé. Les plus grandes armées ont été formées aux règles qui s'appliquent dans le cadre des conflits armés. Les arguments juridiques jugés fallacieux par la majorité des États, le fameux oxymore de la légitime défense préventive, ont été repoussés, ne peuvent pas être considérés comme valides. En revanche, peut-il y avoir des modifications juridiques en raison des nécessités de la force ? Je voudrais bien en donner un exemple. On a pu prendre en compte des situations qui étaient inimaginables en 1945 et qui ont été acceptées comme effectivement modifiant la règle de droit. Et je pense notamment au fait qu'une agression peut provenir d'acteurs non étatiques, alors qu'évidemment, les auteurs de la charte n'avaient pas du tout ça en tête. Le véritable danger aujourd'hui est d'une toute autre nature, en réalité. Il tient au fait qu'il y a une grande puissance militaire, qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui semble vouloir s'affranchir, non pas de quelques règles du droit international, mais de l'idée même du droit international, et je pense que je n'ai pas besoin de la nommer, vous voyez à qui je fais référence, ce n'est pas la Russie. Et si cela devait devenir un précédent, ça pourrait tout changer, effectivement. Un précédent, et là je renvoie à ma voisine. Car dès lors, nous ne sommes plus dans une discussion sur l'interprétation. Nous serions face à une rupture de civilisation juridique. Pourquoi ? Parce que si l'on admet qu'une puissance majeure peut décider que le droit ne compte plus, c'est l'architecture, effectivement, tout entière du système international qui vacille. Juridiquement, comment ça va se passer ? Tout va dépendre de la réaction des autres États face à cette posture. Donc, en réalité, la question, et ça n'est pas une question pour le juriste, elle est assez simple aujourd'hui. Il s'agit de savoir si on veut encore d'un ordre fondé sur le droit, en l'améliorant si nécessaire, évidemment, ou bien si on souhaite un retour aux certitudes de la guerre juste et à l'époque où chacun se proclame juge de sa propre cause. Et là, au fond, on le voit bien, c'est une question politique et non pas du tout juridique. Et comme en 1945, c'est aux États qui revient de choisir et absolument pas aux juristes. Mais
simplement, et ça va être ma dernière idée, pour faire ce choix de façon éclairée, il faut avoir clairement à l'esprit les données de la question. Et parmi ces données, il y a des données juridiques. Or, de ce point de vue-là, le droit international est sans ambiguïté en réalité. Un dessein moral, une nécessité politique, voire même une indignation sincère que l'on ressent, ne transforme pas un acte d'agression en recours licite à la force. Il ne constitue jamais un titre juridique. Et je crois que rappeler simplement ça, ça n'est pas un exercice de pur formalisme en réalité. Donc, si les États veulent vivre dans un ordre de droit tel qu'ils l'ont voulu et tel que la très grande majorité d'entre eux continuent à le défendre, en réalité, il y a une seule exigence, c'est que la force ne devient pas juste parce qu'on la déclare juste. Et je crois que c'était ça le sens de l'ordre tel qu'ils l'ont voulu. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Et tu sais quoi, je vais faire l'avocat du diable jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au bout de ton exemple, même dans ton hypothèse marginale, où on s'affranchit du droit international tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le droit international, selon moi, continue d'exister parce qu'il y a toujours des règles qui régissent les relations entre États tant qu'il y a des États. Sauf que le nouveau droit international, c'est lui qu'on aura si on arrive là, c'est un droit qui dit « le plus fort a toujours raison ». C'est une nouvelle règle qui a, voilà. Et c'est quand même un droit qui est international et qui est quand même dans cet esprit-là. Exactement. Droit, hein. Exactement. C'est pour ça que je disais c'était ici. Alors, j'ai des instructions extrêmement strictes qui m'ont dit qu'on doit arrêter notre débat à 20h15, qui nous laisse précisément, mon général tout court, pardon, parce que je suis une femme, 20h08, 8 minutes, pendant lesquelles je ne vais plus rien dire, mais vous laissez débattre pendant 8 minutes entre vous. Puisqu'il nous reste quelques minutes, je vais dire quelque chose de très choquant pour tout le monde dans la pièce. Parce qu'Olivier Debouzy était un garçon pour lequel nous avons créé Esprit, qui ne raisonnait pas comme nous tous, qui était capable de voir des choses là où les autres ne le voyaient pas. Et je pense que si Olivier était là, il vous dirait une chose très choquante, qui est que l'argument de droit, c'est l'argument du faible. C'est toujours le faible qui invoque le droit. Et la question suivante qu'on doit se poser, c'est est-ce inefficace ? C'est ça la question. Parce que le droit n'existe pas sans sanction. Et au risque de me faire crucifier, je regarde, par exemple, un conflit récent dans lequel l'une des parties, qui n'est pas un État, accuse l'autre d'avoir violé le droit et d'avoir commis des crimes de guerre. La question est de savoir si à la fin de la journée, ils sont inefficaces en faisant ça. C'est pas certain pour moi, pour la raison suivante. Au moment de l'agression du 7 octobre, la question qui se pose et qu'on pourrait peut-être poser aux militaires, mais qui à mon avis se pose pas vraiment, c'est est-ce que le Hamas avait la moindre chance de vaincre Israël ? La moindre chance. Donc, quelle était la nature de cette opération ? Était-ce une opération militaire pour prendre le contrôle d'Israël, conquérir Tel Aviv et reconquérir la Palestine, ce qui est leur but ? Ou était-ce une opération politique qui avait pour but de rendre furieux le fort, ce qui est une façon de se battre du faible contre le fort ? Et la question qui va rester posée, c'est est-ce que c'est inefficace à la fin de la journée comme type d'agression de la part de ces gens contre l'État d'Israël, au regard de la popularité de l'État d'Israël à la fin de la journée, au regard de l'illégitimité qui est proclamée par l'une des parties et qui est achetée par une partie des gens sur cette planète. Donc, la question de savoir comment est-ce qu'on gagne une guerre. Est-ce qu'on la gagne en prenant la capitale de l'ennemi ? Est-ce qu'on peut la gagner sans prendre la capitale de l'ennemi ? Je vous la pose. Est-ce que les Américains pourront gagner la guerre en Iran sans prendre Téhéran ? Est-ce que les Américains n'ont pas perdu la guerre du Vietnam parce qu'ils ne pouvaient pas prendre Hanoï et qu'à la fin de la journée, ils ont conclu un acte juridique pas très loin d'ici, avenue Kléber ?
sur lequel les autres se sont assis, et eux, ils ont conquis la case de l'autre, comme dans un jeu qui s'appelle le risque. Sauf que là, il y avait des vrais êtres humains en face. Donc la question, est-ce que le droit qui est invoqué par le faible est réellement inefficace, reste posée, à mon sens. Regardez. Non, c'est trop compliqué pour moi. Je crois que, d'abord, pour avoir beaucoup été en Afrique, dans beaucoup d'interventions, dans des pays en guerre civile, ce que j'ai constaté, c'est que tous les camps qui s'affrontaient considéraient que le droit international humanitaire était en fait une norme imposée par des Occidentaux et à laquelle ils ne souhaitaient pas adhérer, et ils le considéraient comme une violence qui leur était faite. Voilà. Ça, c'est la première chose qui m'interroge beaucoup. Même si, objectivement, ces guerres civiles sont atroces. J'ai été au Rwanda, j'ai assisté au massacre. Voilà. Donc, ça, c'est la première remarque. Je nous trouve, et je rejoins ce que dit Denis, très assurés de notre bon droit et de la morale de notre bon droit, malgré tout. Et très assurés, et je ne le conteste pas, que le droit international est une bonne chose. Sauf que c'est le droit international des Occidentaux. Et aujourd'hui, ce droit international des Occidentaux, encore une fois, il est considéré comme une violence qui est faite parce que nous maîtrisons la norme, et pas que la norme, nous maîtrisons la puissance économique, nous maîtrisons tout le reste, et que c'est un ensemble qui est une violence qui leur est faite. Ensuite, je crois, vous avez raison, que il faut absolument s'accrocher au droit international, mais que je crois aussi que la puissance américaine qui réfute la simple idée de droit, il faut la prendre en compte, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis. Il y a beaucoup d'autres acteurs, la Turquie, l'Arabie Saoudite demain, la Russie, qui considèrent qu'effectivement la seule loi doit être la force. Et donc, que nous devons comprendre cela, comprendre que c'est cette réalité-là qui vient, et que si ceux qui sont les champions du droit, notamment les Européens, ne s'arment pas suffisamment pour soutenir ce droit d'une véritable force, eh bien, nous allons vers un monde de chaos. Voilà. Et que ce qui me fait peur, c'est souvent que ces arguments d'un droit international sont utilisés pour continuer le désarmement et continuer à délégitimer l'idée même de force. En fait, la force est absolument indispensable. Voilà. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites sur le fait que la force est absolument indispensable et ça fait partie des arguments, d'ailleurs notamment que les Européens doivent avoir. D'abord, il y a quand même une différence qui est remarquable entre la Russie et les États-Unis. C'est-à-dire que Poutine, la veille de l'invasion de l'Ukraine, a une argumentation juridique impressionnante. Quoi qu'on pense du bien fondé, mais toute son argumentation est juridique. Et d'ailleurs, de façon très intéressante, il se base évidemment sur un certain nombre d'événements qui sont des événements d'occidentaux. Il rappelle le Kosovo, il rappelle l'Irak en 2003. Donc en réalité, là, on est dans un discours, alors on l'a dit, on tord évidemment, mais ensuite tout est dans la discussion en réalité. Mais on a ça. Et ce qu'on observe là quand même avec les États-Unis, c'est une première depuis 1945, clairement, en tout cas à ce niveau-là, qui est que, on entre dans un État, on prélève le président. Quoi qu'on pense du président Maduro, c'est pas la question. Et on se pose pas du tout la question des immunités des chefs d'État. On se pose aucune question. D'ailleurs, on mentionne à peine la Constitution américaine, mais alors le droit international n'est pas vraiment apparu du tout dans le discours. Et comme ça pour tout le reste. Et donc là, c'est vrai qu'il peut y avoir une véritable rupture. Et je crois que l'idée, ce n'est vraiment pas du tout d'avoir un angélisme. Et d'ailleurs, ni, je pense, d'avoir une posture qui serait absurde, qui est de dire le système est parfait tel qu'il existe depuis 1945, je crois. D'ailleurs, il faut se souvenir que le président français avait lui-même constaté, à l'époque c'était François Hollande, avait constaté que effectivement, face aux limites de ce que permet la charte, la légitime défense, la France, après les attentats en 2015, veut intervenir en Syrie. Elle dit c'est de la légitime défense. C'est un petit peu compliqué quand même, à justifier, on est d'accord ? Tout le monde est bien d'accord au moment du Kosovo que moralement c'était souhaitable quand même que l'OTAN intervienne, etc. Et il dit c'est plus acceptable que le système reste comme ça. La France propose une modification aux autres membres permanents, quitte à ce que ça soit du droit souple ou mou comme on veut l'appeler. Je propose qu'on passe un pacte, etc. Malheureusement, tout dépend de la réponse. Et la réponse, on sait ce qu'elle est de la part des autres. Ouais. Il se trouve qu'en sortant d'ici, je vais aller dîner avec un ami serbe.
Et je pense qu'il ne serait pas nécessairement d'accord avec le fait que tout le monde devait intervenir au Kosovo. On est totalement... Ça vient d'une bataille du Champ des Merles d'il y a bien longtemps. Et le Kosovo, c'est chez eux, de la même façon que l'Alsace et la Lorraine, qui étaient dans l'Empire, le Saint-Empire romain germanique, en partie en tout cas, étaient considérés par les Allemands comme étant un territoire allemand. Donc, c'est une question de savoir de même où se trouve l'Allemagne, à l'endroit où se trouvent les Allemands, à l'endroit où se trouve la France. C'est toutes ces questions juridiques. Ça montre bien que c'est la morale des uns. Hein. La Russie dirait la même chose, effectivement. Et je ne veux pas invoquer ça trop devant tant de professeurs de droit international, mais il me semble que ceux qui invoquaient le plus le droit quand ils n'avaient pas l'armée, c'était les États-Unis. Les États-Unis ont passé au moins une centaine d'années, ils ont attaqué tous leurs voisins et toute la planète, mais toujours pour des raisons légitimes, mais ils invoquaient le droit en permanence, jusqu'au moment où ils ont eu une grande armée. Ah, j'adore l'idée du dernier mot. Je suis profondément persuadé que la supériorité morale de l'espace européen est d'être un espace de droit. J'adore l'idée que le droit ait chez nous une importance suprême. Je suis tout aussi inquiet que François Lecointre sur la possibilité que cette fascination que nous avons pour notre régulation juridique aboutisse à notre désarmement militaire. Je suis tout aussi préoccupé par le fait que nous ne voyons pas assez à quel point le discours de l'orthodoxie juridique sert aujourd'hui de façon extrêmement toxique les ennemis de l'état de droit. Vous savez qu'aujourd'hui, l'état de droit n'est foncièrement attaqué que sur le thème de l'impossibilisme, sur l'idée qu'à force d'orthodoxie, nous nous rendons incapables de lutter contre les violences qui nous détruisent, que ce soit les violences des cités, que ce soit les violences du narcotrafic, que ce soit les violences sexuelles, que ce soit la récidive, que ce soit tout ce qui fait l'actualité des gazettes. En réalité, ce qui tuera la suprématie du droit dans notre espace de sécurité et de justice, c'est l'accusation d'inefficience et donc quelque part la phobie de la force, la phobie de la puissance et ce signe égal qui serait mis entre s'il y a orthodoxie juridique, il y a résignation. Nous ne pouvons rien faire parce que nous avons besoin de lutter contre ça et donc nous avons besoin de réintégrer dans le discours de la défense du droit quelque chose qui laisse à la force, à la puissance et à l'autorité sa place légitime. Si nous ne le faisons pas, nous aurons bien évidemment ce qui nous pend au nez, c'est-à-dire des gouvernements populistes qui nous amèneront évidemment au plus grand déclin de notre civilisation. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de cet angélisme-là. C'est ça qui me préoccupe. Parce que dans le fond, que la doctrine juridique internationaliste ou pas soit ici ou là, peu importe, ça n'intéresse que les facultés de droit. Ce qui, en revanche, n'intéresse pas que les facultés de droit, c'est la place que le droit aura dans la civilisation qui vient. Et je crains que son érection magique en jugement ultime de valeur sur les convulsions du monde ne soit le plus grand facteur de son déclin. C'est ça qui m'inquiète, pas autre chose. Merci beaucoup pour ces débats absolument passionnants et sans du tout utiliser la force, même quand nous ne sommes pas du tout d'accord. Donc c'est formidable.